Et je vais donc vous parler de quelques résultats du noyau cométaire issus des données de l'instrument OSIRIS, mais pas seulement. Je vous montrerai aussi quelques spectres des Virtis pour la composition du noyau. Alors, OSIRIS, c'est l'instrument qui est les yeux de Rosetta. Il est issu d'un consortium de plusieurs instituts de 7 pays européens. Et il est formé de 2 caméras. Donc, vous avez une caméra appelée NAC, Narrow Angle Camera, qui a un champ de vue de 2 x 2 degrés, qui a été conçue et réalisée à Marseille, au LAM, et qui a des filtres qui sont optimisés dans les domaines ultraviolets visibles proches infrarouges, qui sont optimisés pour étudier la composition du noyau. Et donc, cette caméra a une résolution d'à peu près, vous avez une résolution d'à peu près 2 mètres à une distance de 100 km de votre cible. Et la deuxième caméra, c'est une caméra à grand champ de vue, 12 x 12 degrés, qui a été faite à Padoue et qui est optimisée pour étudier la coma cométaire. Il y a des filtres étroits qui sont ciblés justement pour étudier certaines émissions cométaires. Donc, les détecteurs et les systèmes électroniques ont été faits en Allemagne, où se trouvent les PI de cet instrument. Et cet instrument a une autre dynamique, donc il travaille à 65 000 tonalités de gris, ce qui nous permet même d'étudier en détail des régions à faible signal à bruit, comme dans les ombres, par exemple, où Philae a été détecté. Donc, pour vous donner une ordre de grandeur, pendant toute la phase de la mission, OSIRIS a été un des instruments les plus utilisés. Donc, on a acquis 100 000 images, dont 80 000 pendant les 2 années d'observation de la comète. Donc, c'est un gros jeu de données. Donc, pour moi, un gros effort de vous résumer quelques résultats en 20 minutes. Et comme vous voyez, il y a du travail à faire pour les prochaines années. Donc, OSIRIS a vu la comète depuis même des grandes distances héliocentriques, quand on n'était pas proche. Et vous avez ici, la chose la plus frappante, c'était déjà la forme de la comète. Donc, Pierre vous a montré ici les modèles de ce qu'on s'attendait. Et ce que la comète est en réalité, c'est ceci, donc très différent. Vous avez une forme à bilobate, avec 2 lobes, appelés un grand lobe ici sur votre gauche et un petit lobe, connectés par une région lisse qui est nommée API et qui était d'ailleurs la plus active pendant les toutes premières observations de Rosetta à des grandes distances héliocentriques. Donc OSIRIS a pu déterminer, au-delà de la forme et de la géologie qu'on verra dans la prochaine slide, aussi les dimensions avec grande précision. Donc les rayons équivalents de la comète, c'est d'à peu près 2 km. Vous avez ici les détails des dimensions. On a pu déterminer avec précision les volumes et ceci, couplé avec la masse déterminée par l'instrument RSI, nous a permis la toute première mesure précise de la densité d'un noyau cométaire. Et comme vous pouvez voir, c'est à peu près la moitié par rapport à celle de l'eau. Et surtout, la comète est une comète à forte porosité, avec une porosité de 70-90%, très sombre, avec une albédo d'à peu près 6% dans la région visible, donc seulement 6% de la lumière du Soleil est réfléchie. Et nous avons aussi pu déterminer les propriétés rotationnelles. Donc ici, vous avez la comète qui tourne. Donc, il s'agissait des toutes premières images résolues acquises le 14 juillet 2014. Donc, on a déterminé une période de rotation de 12h.4. Et cette période n'est pas constante. Vous avez dans la comète des forces non gravitationnelles qui changent la période de rotation pendant l'orbite. Notamment, cette période était 20 minutes plus courte par rapport à celle mesurée pendant les derniers passages au périhélie en 2009. Et aussi, pendant les observations de Rosetta, cette période a légèrement changé. Donc, si on revient à la forme, là, quand on regarde la comète, il y avait la toute première question qu'on s'est posée, au-delà de où faire atterrir Philae, c'était est-ce que cet objet est un objet monolithe dont la partie que vous voyez au milieu a été érodée et grignotée en quelque sorte pour la forte activité cométaire de cette région, ou est-ce que c'était plutôt un objet binaire? Eh bien, c'est l'étude de la stratification qui est pervasive sur toute la comète qui a permis de trancher sur cette question. Et donc l'étude de la stratification a montré que celles-ci, les enveloppes, sont différentes entre les petits et les gros lobes
Et notamment, la comète a une stratification bien complexe. Donc, vous avez ici ces lignes en rouge qui vous montrent certaines stratifications qui sont vues sur la comète, qui s'étendent sur une longueur de plusieurs centaines de mètres et qui peuvent avoir une épaisseur jusqu'à 650 mètres. Donc, c'est une structure très complexe. Et ceci montre notamment que la comète est un objet binaire. Donc, vous avez en bas une simulation numérique qui simule comment la comète aurait pu se former. Donc, elle est issue de la collision à faible vitesse. Faible vitesse, ça veut dire environ 1 mètre par seconde des deux corps dans le système solaire primordial. Alors, une autre chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'était l'extraordinaire variété des structures géomorphologiques qu'on voit sur la comète. Donc, il y a des importants phénomènes d'érosion, d'effondrement et de redéposition du matériel. 26 régions ont été identifiées, nommées sur la base des divinités égyptiennes. Donc, on ne va pas les nommer toutes, mais on peut classer les terrains en 5 types différents. Donc, vous avez à la fois des terrains qui sont consolidés, rocheux, comme on les voit sur les petits lobes sur la région appelée Hathor. Vous avez aussi des matériaux d'aspect fragile avec beaucoup de structures circulaires et même des puits actifs, comme sur cette région appelée Seth. Vous avez des grandes dépressions, donc tous les trous qui semblaient être des cratères en réalité sont des dépressions produites par l'effondrement du terrain suite à la sublimation des volatiles qui sont sous-jacentes. Et vous avez notamment la dépression atméite qui est sous les petits lobes jusqu'à côté d'où a atterri Philae. Puis vous avez des terrains lisses, vraiment très très lisses, notamment la région entre les deux lobes appelée Api et la région Imhotep qui est dans les gros lobes. Et aussi des terrains qui sont totalement couverts par des poussières. Donc, on ne s'attendait vraiment pas à cette variété géomorphologique et Rosetta, avec ses observations et autres solutions, a permis de la mettre en évidence. Alors, je vais vous montrer quelques images sur cette variété géomorphologique. Donc, ici, sur la gauche, vous avez une jolie vue des Api. Donc, Api, je vous rappelle, c'est la région entre les deux lobes, donc celle-là. Sur votre droite, ces parois que vous voyez, avec ces fractures que vous voyez tout part, c'est la région Hathor, une région consolidée. Eh bien là, vous avez des fractures qui s'étendent sur 200 ou même plus mètres. Et la particularité, c'est qu'on voit des fractures à différentes échelles, et ceci a été confirmé aussi à des micro-échelles par les instruments de l'atterrisseur. Notamment en bas à droite, vous pouvez voir ces rochers avec les fractures que vous pouvez apercevoir ici, qu'on voit sur ces rochers et sur beaucoup d'autres structures. Donc, ceci montre, donc ces fractures seraient formées par ce qu'on appelle le stress thermique, la fatigue thermique, c'est-à-dire il y a de fortes variations de température diurne, donc pendant la rotation jour-nuit de la comète, mais également pendant l'orbite de la comète, sachant que vous passez de 6 unités astronomiques à 1,3 unités astronomiques, et ça produit de forts stress thermiques sur un matériel très fragile et poreux. On a également beaucoup de structures circulaires, donc notamment sur la région appelée Seth, celle-ci. Et ces structures circulaires ont des diamètres compris entre 50 et 300 mètres, avec une profondeur comprise entre 10 et 200 mètres. Et on croit qu'ils se sont formés par une activité endogène, donc ce n'est pas quelque chose dû à collision avec un autre corps, mais vous avez des poches de volatiles qui, à un certain moment, assez chauffés par le soleil, ont une activité explosive et cela entraîne l'effondrement, les collapses des terrains qui sont juste au-dessus. Et donc, vous avez la formation de ces puits, et notamment sur certains de ces puits, on voit qu'ils sont actifs. Donc, on voit des jets bien collimés qui partent des parois, comme dans la figure en bas à droite. Alors, on a également des terrains lisses qui sont très intéressants. Donc, je reviens à la région Api, qui est entre les deux lobes. Et donc, sur Api, on a vu des structures qui semblent être façonnées par les vents cométaires. Donc, vous avez en bas à gauche des traînées à côté des rochers qui semblent être façonnés justement par du vent. Et sur la région Api, on voit même des dunes. Donc, ceci montre qu'il y a des processus importants de redéposition du matériel.
Et une autre région lisse très intéressante, c'est Imhotep. Donc Imhotep est sur les gros lobes, sur cette région. Et là, dans cette image, vous pouvez voir qu'il y a une région très lisse, des gros cailloux. Là, on parle des 40 ou même plus mètres de diamètre. Vous avez des structures circulaires qui sont des cheminées étangs. Vous avez même toute la structure, on peut apercevoir les layering, la stratification à côté de la grosse structure ronde. Et sur cette région, on a même pu détecter la glace d'eau exposée en plusieurs endroits. Vous avez en haut à gauche une image à couleur qui vous montre des petits points brillants qui sont, sur lesquels la glace d'eau a été détectée. Or, je vous montre cette région car c'est la région où on a vu les changements morphologiques les plus spectaculaires qui se sont produits juste après l'équinoxe des printemps. Donc la comète, l'hémisphère sud a été illuminé seulement en 2015, à partir de fin février, début mars. L'équinoxe des printemps, vous l'avez à peu près à moitié mai. Et après, l'hémisphère sud est hautement chauffé dans une courte période, mais d'une manière très intense, car la comète s'approche au périhélie, qui a eu lieu en août 2015. Et donc, vous voyez ici sur cette image la région Imhotep. Vous avez cette forme à gauche et après des petites structures rondes qui se sont formées, indiquées par la flèche rouge. Et par la suite, le 13 juin, vous voyez indiqué par la flèche jaune une autre structure qui commence à s'agrandir, donc un effondrement des terrains avec une hauteur de estimée 5 plus moins 2 mètres. Et la chose surprenante, donc vous pouvez bien voir les structures dans les images de fin juin-juillet qui se sont vraiment agrandies à une vitesse très très élevée, 10 fois plus élevée par rapport à celle qu'on s'attend des mécanismes de simple sublimation. Disons que la vitesse moyenne d'expansion, c'était d'environ 20 cm par heure. Et donc, ceci implique que pas seulement vous avez la sublimation de l'eau, mais vous devez avoir d'autres processus qui ont entraîné cette vitesse d'expansion très élevée. Et ceci est dû sûrement au matériel fragile et peut-être aussi à la transition de la glace de l'état amorphe à cristalline, qui est une réaction exothermique, libère la chaleur et donc a pu favoriser l'expansion de ces structures que vous voyez ici. On a vu de la glace d'eau exposée sur plusieurs endroits et notamment dans ces images, malheureusement, on était assez loin de la comète, à 200 km au plus, pour des raisons de sécurité, car on s'approchait au périhélie et donc c'était nécessaire de maintenir en vie et en sûreté Rosetta. C'est pour cela que la résolution spatiale n'est pas optimale. Je passe donc à la composition du noyau. Donc dans cette slide en bas à gauche, vous avez la spectrophotométrie obtenue avec les filtres d'Osiris, donc la NAC et la WAC. Et en haut, donc dans les domaines de 150 nanomètres, 1000 nanomètres, et en haut, vous avez les spectres des 3 différentes régions sur la comète acquises avec Virtis, entre 0,5 et 4 micromètres. Donc la caractéristique du spectre de la comète, c'est que la comète est rouge, c'est-à-dire la réflectance augmente avec la longueur d'onde. Et il y a une bande spectrale bien précise que vous voyez est très nette entre 2,9 et 3,6, qui, comme on a vu tout à l'heure, est due à la présence d'organiques, lesquels on ne sait pas vraiment, parce qu'on n'a pas d'analogues en laboratoire qui sont capables de reproduire ce qu'on a observé sur la comète. Mais on sait que la comète est composée de matières organiques, d'un mélange de composés polyaromatiques, des minéraux opaques comme des sulfides de fer et après de plusieurs espèces chimiques qui contiennent des liaisons carbone-hydrogène et carbone-oxygène. Alors dans la région visible, il n'y a pas de véritable bande d'absorption. La seule absorption qu'on a vue, c'est dans la région ultraviolet à 290 nanomètres. Donc c'est une région qui n'est pas très bien calibrée. Si réelle, cette bande indiquerait la présence des glaces de SO2. Et une bande similaire, par exemple, a été vue dans les satellites glacés de Saturne, dans certains. Alors, si on regarde la pente spectrale, c'est un spectre qu'on définit rouge, et cette pente spectrale est similaire à celle d'autres objets du système solaire externe, comme les Troyens de Jupiter ou les transneptuniens, qui sont les objets qui peuplent la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune, d'où les comètes à courte période comme la 67P viennent. Oui.
Alors, la comète n'est pas homogène. Donc ici, je vous montre un exemple des hétérogénéités des couleurs et des compositions donc, des surfaces qui ont été vues. Donc ici, il y a des images pendant la moitié de la période de rotation prises à une résolution de 2 mètres par pixel. Donc ici, c'est représenté la pente spectrale dans la région visible. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas homogène, la couleur. Donc on a identifié 3 types de terrains. Un terrain moyen ici en vert dans cette échelle de couleurs, mais également il y a des régions plus rouges qui sont trouvées en correspondance des régions riches en poussière, alors que les régions les plus actives, notamment API qui est entre les deux lobes et qui était la plus active dans cette période, sont spectralement plus bleues. Et on a vu grâce à l'instrument Virtis que les couleurs bleues sont associées à une plus forte abondance en glace d'eau. Alors vous avez aussi sur la droite une image de la région Imhotep. On voit aussi à côté des ombres beaucoup de petits points brillants et spectralement plus bleus qui sont de la glace d'eau exposée, comme on a vu grâce à une étude conjointe entre Osiris et Virtis. Donc on a détecté une vingtaine de points brillants. Donc brillant, ça veut dire une réflectance 6 à 10 fois supérieure par rapport à celle de la comète. Et en combinant avec les données de Virtis, on a pu détecter, donc vous avez en haut sur la droite, les bandes d'absorption à 1,5, 2 et 3 microns qui sont caractéristiques de la glace d'eau et qui a une abondance sur ces endroits étudiés avec les 2 instruments jusqu'à 7%. Donc la durée de vie de ces patchs brillants est de quelques jours à quelques mois. Et certains ont sûrement une quantité de glace d'eau plus importante. Malheureusement, on n'a pas les spectres Virtis en même temps. Et un exemple, c'est la figure en bas. Donc, c'est un spot brillant qu'on a vu sur la région Khonsu qui a survécu pour à peu près 6 mois. Et dans les premières images, les images étaient saturées, montrant une albédo bien supérieure à 40%. Alors, l'exemple le plus éclatant de la détection des glaces d'eau est dans la région Anur-Bess. Donc, vous avez ici des images à couleur avec des carrés qui sont zoomés sur la partie en bas. Et donc, on a détecté 2 grosses parcelles brillantes le 27 avril 2015 qui font à peu près 1500 mètres carrés chacune, avec une abondance de glace qui est comprise entre 20 et 30%. Donc l'épaisseur estimée, c'est d'environ 30 cm si on considère la porosité de la surface. Et ces patchs brillantes ont survécu pour à peu près une dizaine de jours. Donc vous avez l'évolution. Avant, il n'y a rien le 12 avril, on les détecte le 27 et le 2 mai. Le 7 mai également, il y a une image. Et après, en juin, elles ont totalement sublimé. Donc cette détection montre bien qu'il y a des hétérogénéités dans la composition locale à des échelles de quelques dizaines de mètres, et notamment sur une des 2 régions, celle appelée A. Il y a eu également la détection de la glace de CO2, d'anhydride carbonique par Virtis, 1 mois avant que Osiris a détecté la glace d'eau. Et ceci s'explique par des phénomènes de recondensation des volatiles pour la glace et pour la CO2 pendant les passages au périhélie précédents. Alors, l'effet d'avoir de longues observations sur la comète nous a aussi permis d'étudier les variations temporelles des couleurs du noyau. Donc ici, vous avez toujours la pente spectrale dans le visible pour 2 jours de données. En août 2014 et exactement un an après, c'est-à-dire juste après les passages au périhélie, l'échelle des couleurs est la même et vous pouvez voir comment la comète a changé des couleurs. Donc la pente spectrale est diminuée de 30%, indiquant une plus forte abondance des glaces d'eau en surface. Donc ceci s'explique par la forte activité de la comète en s'approchant au périhélie. Vous avez les poussières qui sont soulevées par les gaz et donc vous arrivez à percevoir les couches sous-jacentes qui sont enrichies en glace d'eau. Et aussi, on a les phénomènes que la couleur bleue, donc la pente spectrale moins importante, est vue un peu partout sur la surface, et chose qui implique que macroscopiquement, la composition de la comète en termes de poussière-glace doit être à peu près similaire sur tous les noyaux. Et ensemble avec les variations saisonnières, on a pu aussi détecter des variations diurnes. Donc je vais vous montrer cette vidéo. Donc le soleil est en haut, vous avez la vidéo qui couvre la totalité de la période de rotation et il y a des images chaque 30 minutes. Donc vous pouvez voir sur votre droite qu'il y a une région
plus bleu, c'est la région Imhotep qui sort de la nuit. Une fois illuminée, la couleur change. Et puis, vous avez plusieurs endroits à côté des ombres où on voit la couleur bleue, notamment là, ça vient de passer. Dans la région Happy ici, et à nouveau, à la fin de la séquence, on revoit la région Imhotep qui sort de la nuit, qui est à nouveau plus bleue. Alors, comment expliquer cela? Cela s'explique avec les cycles diurnes de l'eau. Donc, on va prendre une capture d'écran de la région Imhotep. Là, il s'agit de deux images séparées de 40 minutes. Et vous voyez, donc le soleil est toujours vers le haut, vous voyez comment les couleurs ont changé. Et ceci s'explique par le fait que vous avez la sublimation des volatiles pendant les jours. Pendant la nuit, la température descend, donc vous avez la recondensation à la surface, un enrichissement de la glace d'eau à la surface. Et une fois ces régions illuminées, les processus de sublimation recommencent à nouveau. Et vous avez un changement de couleur assez remarquable dans quelques dizaines de minutes. Donc ceci a été vu également par Viertis sur la région Happy. Donc, j'ai conclu avec cette représentation. Donc, au-delà des variations des couleurs sur de larges étendues, vous avez aussi la formation et la sublimation du givre. Donc là, vous avez sur votre gauche et au centre deux images du 4 juillet 2015, séparées encore de 40 minutes seulement. Et vous voyez, indiquées par les petites flèches, il y a des petites structures blanches très brillantes qui sont de la brine, du frost, des glaces d'eau, qui subliment dans l'image d'après et qui suivent vraiment les ombres, alors que dans votre droite, vous avez la simulation des conditions d'illumination prises pour la région entourée par les carrés, prises à partir du modèle de forme. Donc, ceci montre qu'il y a un cycle diurne à la formation même des givres qui a une épaisseur très très fine, de 10-15 micromètres sur la comète. Alors, je pense que j'ai épuisé mon temps, donc je vais conclure sur cette image de Philae. Je vous avais dit, les caméras travaillent avec 65 000 tonalités de gris. Donc Philae était dans cette région toujours à l'ombre, les pauvres, et on a pu justement les détecter grâce à la haute capacité de contraste et à la haute dynamique des caméras. Et sur cette image, je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup. Oui, Daniel. Oui, merci Sonia pour cet exposé. Si j'ai bien compris, donc l'idée qu'on avait avant qu'une comète est une boule de neige un peu sale, c'est plus du tout vrai, on est d'accord, il y a une composition énorme, une fraction énorme finalement de matière organique, c'est bien ça, et y compris donc dans le cœur même de la comète, pas que en surface. On a l'impression que les analyses finalement étaient qu'en surface, mais ce que tu viens de dire là, c'est vraiment dans la masse, c'est ça? Et tu peux nous redonner les proportions? Non, ce qu'on voit là, c'est la surface. Hein. C'est qu'on peut voir avec. J'ai cru comprendre une phrase où tu disais, ah bon alors d'accord, j'ai mal interprété, qu'on pouvait en malheureusement, déduire avec le spectromètre, on a accès vraiment à tout premier micromètre de la surface, avec l'imagerie aussi, mais c'est la première fois, par contre, qu'on peut étudier l'évolution dans l'orbite d'un objet, d'une comète, qui varie beaucoup. Par contre, pour les analyses de la partie interne, on aurait eu beaucoup plus d'informations si Philae avait marché jusqu'au bout, donc avec l'échantillonnage, ou avec un retour d'échantillon, en tout cas. Et quelques informations, on peut l'avoir des autres instruments à partir des études des poussières, sachant quand même que les poussières viennent toujours de la partie des couches superficielles. Donc, on a quand même des boules d'air, des rochers assez gros qui ont été vus avec Osiris, jusqu'à 1 mètre. Hein, on a vu ça proche du Périhélie. Mais est-ce que ça vient vraiment de l'intérieur profond? C'est pas possible, évidemment, de répondre. Anne-Marie? Justement, pour poursuivre là-dessus, on voit qu'il y a une énorme variabilité temporelle très rapide, en fait. Oui. Du coup, je me demandais finalement qu'est-ce qu'on peut en tirer sur les conditions de formation de la comète elle-même, s'il y a tant de phénomènes aussi rapides, aussi superficiels. Là, une information cruciale, à mon avis, c'est que l'eau, elle est là. Donc la glace d'eau, on dit toujours les comètes sont très sombres, couvertes de poussière, etc. Mais la densité les montre. Il y a beaucoup de volatiles et la glace est très abondante et couverte par cette couche de poussière. Mais ces phénomènes qu'on a vus sont très spectaculaires proches du Périhélie. Donc vous avez une région qui est illuminée pas longtemps
Et une fois que vous sortez vraiment de l'ombre, il y a ces régions qui sont enrichies de glaces d'eau, mais après, ça change la couleur. Mais ça reste dans des domaines de variations spectrales qu'on sait établir assez bien. Donc, il n'y a pas l'apparition de bandes d'absorption particulières, par contre, sauf peut-être de la glace d'eau dans certains endroits. Donc, cette variation, par contre, il faut la tenir en compte quand on va comparer la pente spectrale de la comète. Il faut vraiment dire quand ça a été pris, dans quelles conditions. J'ai deux petites questions. Vous avez dit que la périodicité de la rotation propre de la comète variait avec le temps. Oui. Et donc, ma première question, c'est est-ce que l'axe de rotation change aussi? Et la deuxième question, c'est quand les autres comètes qu'on connaît qui ont une forme analogue, est-ce qu'elles tournent aussi autour d'un axe perpendiculaire à leur... Alors là, c'est très complexe parce que la dynamique des comètes, donc il y a beaucoup de forces non gravitationnelles qui interviennent. Pour ce qui est de ces comètes-là, vous avez la période qui diminue dans le temps. On l'a vu en comparant les données prises en 2014 avec celles de 2009. Et aussi, pendant vraiment les 2 années dans lesquelles Rosetta a observé, on a vu à un certain moment une petite accélération jusqu'à mai 2015. Et après, la période a diminué à nouveau. Et pour les autres comètes, donc, il y a des axes de précession très complexes parfois. Donc, il y a même des comètes qui ont des rotations chaotiques. Donc c'est très très complexe et ça dépend vraiment de la cible qu'on prend en considération. Merci beaucoup Sonia.